Ok, c'est reparti pour 90 minutes de discussion, 90 minutes de bonne musique, 90 minutes de bonne humeur pour saluer tous les efforts que vous avez faits pendant toute la semaine. Vous êtes allé au travail ou bien vous êtes allé à l'école ou bien pour certains vous êtes allé en quête d'emploi. Tout ça, ça n'a pas été facile et vous méritez, nous osons le dire, vous méritez, aujourd'hui ça va chauffer. J'espère que vous allez rester du début jusqu'à la fin. Dans tous les cas, sachez que cette émission, vous l'avez le samedi de 10h à 11h30. Il faut noter TU, temps universel. C'est l'heure de Dakar. Et puis, vous l'avez également le même samedi, mais à 21h30. Et puis, vous l'avez également le vendredi à 21h30 également. Bonjour à tous. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Vous connaissez le principe de cette émission. C'est un plateau éclaté, c'est un talk show avec de charmantes dames disséminées à travers le monde. Tenez-vous bien, il y en a une qui est en Turquie, une autre qui est en Italie mais qui est malade, une troisième qui est au Cameroun, la grande Carole. Et puis sur ce plateau, nous avons, bonjour Gloriane. Bonjour. Gloire à nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors Gloriane est étudiante au Sénégal. Si, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 5 ans déjà. 5 ans? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien et tout. Et on a réussi même à monter quelques business. Donc c'est important. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ici? Je pense... Pour moi, pas que c'était difficile, mais peut-être la langue en fait. La langue était très très compliquée. Le fait de discuter avec les gens ou bien même faire les achats. Parce qu'ici au Sénégal, quand tu ne maîtrises pas les circuits, c'est très très compliqué. Je ne dirais pas qu'on t'arnaque, mais quand même, il y a certains qui ne sont pas très honnêtes. Quand ils savent que vous n'êtes pas du pays, c'est ça. Quand vous ne comprenez pas bien Wolof. C'est ça, quand vous ne comprenez pas bien Wolof. C'est comme ça les commerçants, un peu partout à travers, dans tous les pays. Il faut dire que vous êtes originaire du Burkina Faso. C'est ça. Ça va bien là-bas au Burkina? Si. Des nouvelles du Burkina Faso? Il y en a une, il y a une Burkinabé qui s'est bien illustrée pendant le sommet, 28e sommet France-Afrique. Si, franchement, j'ai été scotchée par sa performance. Franchement, en plus elle est coach, elle a une entreprise et ça dénote bien qu'au Burkina, il y a des talents extraordinaires. Cette dame-là, elle a vraiment soulevé haut le flambeau du Burkina et a bien défendu les intérêts des Africains. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes ici à Dakar. C'est quoi l'actualité? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous frappe le plus ces temps-ci? Ce qui me frappe le plus ces temps-ci, c'est la chaleur. Ça, je dirais, c'est la chaleur. Je trouve que le Sénégal, c'est un pays quand même stable, mais actuellement, en septembre, octobre, c'est la chaleur. Il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait lourd. Il fait lourd. Mais c'est bon de transpirer, hein, non? Si, c'est bon de transpirer. Il faudrait que dans quelques temps, il va faire bien frais. Si. Alors quand c'est comme ça, comment on fait pour supporter? Quand c'est comme ça, bon. Consommation d'énergie à fond? Oui, couverture, comme vous pouvez. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être présente à cette émission. On vous donne le titre je vous baptise, on vous donne le titre de Georgette parce que c'est comme ça que toutes les participantes à cette émission, c'est comme ça que la rédaction les a baptisées. Merci. Et je vais vous dire qu'il y en a une qui est originaire du Gabon, qu'on avait l'habitude d'avoir au Gabon, qui a disparu quelque peu, et puis paf, on l'a retrouvée en Turquie. Bonjour Marisa. Marisa, bonjour. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Bonjour Georges. Bonjour, ça va? Je vais très bien, j'ose espérer que vous également. Ah, maintenant on a tout compris, on vous avait perdu de vue depuis quelque temps, vous étiez en train d'aller en Turquie. Oui, j'étais dans les démarches administratives justement pour mon voyage. J'aime bien votre sourire. Là, il est figé, mais bon. Ça a pris un peu de temps sur le mouvement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites en Turquie? Des études également? Merci. Alors, oui, je suis venue finaliser un master en relations internationales. Oui, effectivement, je suis là pour les études. Donc, dans un premier temps, je ferai une année de langue. Et ensuite, je vais continuer avec un master en relations internationales.
D'accord. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir retrouvé et de savoir que vous êtes en Turquie. Vous allez nous donner des nouvelles à partir de la Turquie. C'est quoi qui vous frappe là-bas? Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en Turquie? Alors déjà, le climat, ça le climat. Évidence. Il faisait très froid, comparativement à l'Afrique, mais je suis tombée de haut quand les personnes qui y sont depuis m'ont expliqué en fait que ça c'est même pas encore la fraîcheur, ouais. Et qu'à partir du mois de décembre, fin novembre, début décembre, on allait rentrer dans l'hiver et que là ça allait être encore plus corsé. Mais c'est supportable parce que je supporte déjà beaucoup mieux que la première semaine quand je suis arrivée. C'est pas encore l'hiver, mais il va falloir vous préparer. Hein? Les Turcs, ils sont gentils. Ils sont très accueillants. Hein? Ils sont très accueillants, ils sont disponibles. Ah bon? Ils se rendent compte, oui, quand ils se rendent compte que vous ne parlez pas bien leur langue, ils essaient de donner leur téléphone pour essayer de faire des traductions et tout. Ils sont vraiment disponibles. Et au-delà de ça, la ville dans laquelle je suis, Karabük, elle est très sécurisée. Il y a des caméras partout, il y a des policiers. Ah oui, c'est quoi la ville? Comment s'appelle la ville? Comment? Karabük. Ah, j'arrive pas à prononcer. Vous arrivez à prononcer Gloriane? Karabük. Karabük. Karabüsk. Ok. Karabüsk. Ok. Oui. Alors je vous présente Gloriane qui nous rejoint. En tout cas pour aujourd'hui, j'espère que vous allez décider de, hein, vous qui êtes les anciennes, vous allez décider de la maintenir. Hein. Vous avez... Bienvenue. Ok, très bien. Merci beaucoup Marisa. Nous sommes heureux encore une fois de vous avoir retrouvé. Direction le Cameroun. Bonjour Madame la grande dame Carole Guissot. Carole Guissot est notre correspondante au Cameroun et prend part à cette émission. Carole Guissot se trouve dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Comment ça va? Bonjour Georges, bonjour à Marisa qui est partie loin. Mais c'est bien, elle va nous faire découvrir. Marisa, oh là là, ça reste moi, hein, parce que on se rappelle de l'autre qui est parti au Ghana et puis voilà. Donc j'espère que bientôt je serai au Tchad. Elle va nous faire découvrir la Turquie à travers elle. Moi, je serai peut-être bientôt au Tchad. Bien sûr. Oui, le Tchad c'est tout près. C'est pas loin du tout. Oui. C'est un pays frontalier du Cameroun. Ah oui, du Cameroun. Et c'est très facile d'y aller. Dès qu'on est dans le nord du pays, c'est 200 francs de moto et puis on est au Tchad. Carole, j'ai le plaisir de vous présenter Gloriane. Aujourd'hui, nous sommes tout couverts de gloire. C'est ça. Donc, Gloriane qui nous rejoint. Gloriane qui est à Dakar depuis 5 ans. Hein. Donc, c'est une vraie Dakaroise. Et ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle peut-être, vous, votre séjour ici? Oui. Elle a eu les mêmes difficultés que moi. Il fallait d'abord la langue, parce que c'est une langue nationale. Donc, du coup, même quand vous essayez de prononcer quelques mots, les Dakarois savent directement que vous n'êtes pas de là, parce qu'il y a un accent particulier à adopter. Donc, c'est la première barrière lorsqu'on arrive. Alors, c'est le lieu de demander à tous les pays qui n'ont pas encore de langue nationale d'en avoir. Au Burkina, il n'y en a pas. Si, on a le Moré. Le Moré, oui, c'est une partie de la population. Une partie, Moré Peul-Djoula. Une partie de la population. Ok. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas au Gabon, il n'y en a pas au Cameroun, il n'y en a pas dans un certain nombre de pays. Par contre, au Bénin, au Togo, au Sénégal, quand vous arrivez, vous êtes frappé par la force. Au Mali, il y a le Bambara. Si, le Bambara. Oui. Alors, Carole, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ajoute encore parce qu'il se passe toujours des choses au Cameroun. Le Cameroun a fait une très très belle prestation hier contre Mozambique, 3-1. Ça comptait pour les deuxièmes journées. Je ne vous saisis pas, une belle prestation de
lors de la rencontre contre le Mozambique hier, vendredi, ici à Douala, à Japoma, au stade de Japoma, un nouveau stade qui a été construit pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 qui va commencer en janvier prochain. Oui. Donc le Cameroun a fait une très très belle prestation. A battu le Mozambique combien? Donc voilà, 3 buts à 1. 3 buts à 1. Ok, c'est une bonne prestation, mais est-ce que le Mozambique, c'est pas un tout petit pays de football? Je vois que vous êtes très contente, mais bon, le Mozambique... Ah, qui a dit qu'il n'y a pas de petit pays, qui a dit qu'il n'y a pas de petit pays. L'actualité, elle est quasiment sportive, hein, parce que nous avons aussi le Grand Prix cycliste international baptisé Chantal Biya, du nom de la première dame du Cameroun, qui va s'achever demain. Oui. Aujourd'hui, c'est la 4e et avant-dernière étape. Ok, c'est bien noté. Il y a eu la 3e étape et c'est un Néerlandais qui a remporté cette 3e étape, mais le Cameroun garde le maillot jaune. Donc on espère que ce sera le cas jusqu'à dimanche prochain. On aura des comptes rendus dans les éditions dans les news de Label? Oui, non? Vous allez nous faire des comptes rendus? Il y a déjà eu un brainstorming de ce qui s'est passé hier. Je pense que c'est passé au journal du soir et puis ça va passer au journal de midi tout à l'heure. D'accord. Ok, je retourne en Turquie, parler un peu avec Marisa. Marisa, vous savez qu'au Gabon, la contamination au coronavirus est en très forte hausse, vous le savez? Oui, effectivement, il ressort du dernier rapport, donc celui de la période 4 au 5 avril, qui a été donc rendu public par le COPIC, qui est l'organe de gestion au niveau de la crise sanitaire au niveau du Gabon, qu'il y avait 526 nouveaux cas. Donc c'est énorme comparé aux semaines précédentes où on était dans les 50 et 60 cas. Et là, on parle quand même de 526 cas avec 4200 cas actifs. 113 personnes qui ont été hospitalisées et 26 personnes. Ça fait quand même beaucoup pour la petite population du Gabon qui ne fait que 2 millions d'habitants. Ça fait beaucoup. Hein. Effectivement, c'est énorme et ça inquiète vraiment les autorités sanitaires, surtout pour les personnes qui sont... Alors selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi cette remontée brusque? Comme d'un relâchement du respect des mesures sanitaires au niveau de la population qui, vu qu'à un moment donné, on a connu une et pourtant calme, où on avait l'impression que le virus, les populations ont relâché un peu au niveau du respect de ces mesures-là. Il y a notamment plein de tours de ville qui ont été entrepris par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, accompagné du coronavirus, où on avait trouvé des compatriotes justement à des heures au-delà du couvre-feu, dans des débits de boissons, dans des endroits où il y avait des rassemblements de plus de 30 personnes. Et donc cela pourrait être une partie de l'explication justement de cette hausse des contaminations. Ok. On peut dire que vous échappez à cette hausse de la contamination. Oui. Ici en Turquie, mais en Turquie, vous devez faire toujours très attention, n'est-ce pas? Oui, mais ici, on a même l'impression qu'il n'y a pas de corona, en fait. D'accord. Il n'y a pas de couvre-feu ici. Il n'y a pas de couvre-feu ici. Les gens portent des masques, mais beaucoup plus dans les administrations. Mais il y a beaucoup plus de sensibilisation, il y a beaucoup plus de responsabilisation, j'allais dire. Oui, il y a certainement de la sensibilisation, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien suivre parce que j'ai un peu des problèmes avec la langue turque en ce moment. Donc, du coup, je suis encore dans ma phase d'apprentissage et c'est un peu difficile de décidément, les informations. Décidément, tout le monde a des problèmes de langue. Les gens sont quand même très responsables à ce niveau. Ok.
Merci beaucoup. Je reviens ici sur notre plateau retrouver Gloriane. Coronavirus, qu'est-ce que vous en pensez? On a dit tout des choses avec le contraire depuis que cette affaire a commencé. Je pense que chacun d'entre nous, surtout ici au Sénégal, doit essayer quand même de prendre ses précautions parce qu'il y a de nombreux cas actifs et il y a aussi de nombreux cas qui ne sont pas forcément détectés. Les gens ne vont pas se faire dépister. Donc il faut prendre ses précautions parce que le virus court. Alors quand vraiment. vous dites précaution, c'est quoi? Voilà. On connaît ce qu'on appelle les gestes, les mesures barrières. Oui, les mesures barrières, mais aussi les masques et tout, porter, mettre du gel sur les mains, c'est important. Parce moi, je mets un gros point d'interrogation quand je regarde les transports publics. En même temps, c'est compliqué. On ne peut pas changer la culture d'un pays du jour au lendemain. On fait avec les mesures barrières, mais il y a toujours cette question-là. Mais ce qui est quand même beau à voir, c'est que les Sénégalais continuent de se déplacer et que la vie continue. Et si on devait faire autrement, je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui allaient en pâtir. Donc, pour l'instant... Ouais. On connaît les ravages, les dégâts le coronavirus qu'il fait dans le corps humain, mais aussi dans le commerce, dans les activités professionnelles. C'est ça, mais en même temps au Sénégal, on a l'impression que le virus ne court pas trop parce que les gens continuent d'aller en soirée. De boire le thé en groupe. Voilà, de boire le thé en groupe. Voilà. Je pense que c'est une question de culture, mais derrière tout ça, il faudrait quand même se protéger, on ne sait jamais. Ok, et nous allons continuer de dire il faut intensifier la communication, la sensibilisation autour du coronavirus. La musique sénégalaise, ça vous dit? Si, ça me dit, bien sûr. Quels sont les noms je vais dire Wally Seck qui est le plus populaire, mais, voilà. Mais récemment, ce que j'ai bien aimé, il y a un son sénégalais dont le titre est Volume, que j'ai beaucoup apprécié. Ah, d'accord. Donc, je connais pas très bien le nom de l'artiste, mais en tout cas, le son, je l'ai beaucoup apprécié. Volume. Ok, on va monter le volume, mais pour une autre chanteuse que vous allez peut-être découvrir, bien que vous connaissez déjà, en tout cas que nous proposons pour le plaisir de vous et de nos téléspectateurs. La chanteuse s'appelle Ma Sané et elle chante Man Akyo. Tout à l'heure, notre cher ami Modou va nous dire ce que ça veut dire, mais je sais que c'est très beau et cela va véritablement vous faire plaisir. Ouais, vous avez apprécié? Si, j'ai apprécié, on sent bien l'ambiance sénégalaise et puis le dynamisme des danseurs. Ah, ça détonne. Alors, 5 ans que vous avez passé ici, je crois que vous savez esquisser quelque part, non? Je pense pas trop. Oh, comment? Vous n'avez pas fait que manger le tchèp? Je pense que ma partie préférée c'était le tchèp. Le tchèp. Ça va. Ah, le tchèp national, ça, on ne peut pas y échapper. Mais bon, il n'est pas tard pour vous mettre dans l'ambiance, parce que l'ambiance, elle est bonne quand vous écoutez ce genre de musique. Et il y a beaucoup d'artistes, il y a une variété, une flopée d'artistes, il y a une variété également de rythmes, mais c'est à peu près le même fond et c'est ça qui fait la force de la musique sénégalaise, le malard. Marisa, vous voyez, la chaleur vous manque, ce genre de musique-là, ça va vous manquer, non, pendant que vous êtes en Turquie? Oui, évidemment que rien ne pourra jamais remplacer la chaleur et l'énergie qu'il y a en Afrique. Du moins dans cette musique-là, on a senti l'énergie, le dynamisme et bien sûr la joie de vivre. Donc bien sûr que cette ambiance-là, cette atmosphère bien particulière à l'Afrique va me manquer ici parce que les gens sont ailleurs du continent, les gens sont beaucoup plus solitaires que sociables. Mais je suis sûre que je vais découvrir également des belles cultures ici. Ok, alors qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous êtes là-bas? Qu'est-ce qui vous manque le plus? La nourriture. Comment? La nourriture de chez moi. Quoi particulièrement? La nourriture de chez moi et ma famille. Pardon? Quoi particulièrement comme nourriture? Parce que ici, les gens mangent. Parce qu'on sait que les Gabonais, vous êtes très friands de feuilles de manioc. De fast-food.
Et de bâtonnets de oui, manioc. Les trucs de manioc. On appelle la sauce aubergine, le poisson salé, autant de choses. Ici, c'est beaucoup plus du poulet, du riz, même le poisson, c'est pas très fréquent. On a un date du samedi, c'est que des souvenirs. Donc, oui, la nourriture bio de chez moi me manque énormément. Ok, Ici, vous allez vous y faire, vous allez vous habituer. Vos parents, vos amis vont vous manquer également. Bon, aujourd'hui, il y a le contact quand même assez facile grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. On espère que vous n'allez pas vous sentir trop seul. Alors, parlons rapidement de Octobre Rose. C'est le mois de sensibilisation contre tous ces cancers qui menacent la femme. Votre message? Effectivement. Effectivement. Oui, effectivement, Octobre, c'est le mois qui est dédié à la sensibilisation. Donc, depuis peu chez nous, parce qu'il faut dire que nous sommes donc en train de célébrer la 8e édition. Cette année, dans 2021, nous célébrons la 8e édition du mois sur la sensibilisation contre les cancers féminins, notamment celui du sein et du col de l'utérus. Donc, les activités ont été lancées le 1er octobre dernier par la Fondation Sylvia Bongo-Ndimba avec le ministère de la Santé et d'autres membres de la société civile. Donc, placé sous le thème « Le dépistage peut sauver des vies », un geste qui peut sauver des vies cette année. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir plusieurs villages roses, donc qui seront bien sûr dédiés à la sensibilisation, au dépistage gratuit et aux informations sur le traitement sur les cancers féminins pour les personnes qui seront testées. Et également, il y a du nouveau cette année. Ok. C'est quelque peu entrecoupé. Il également permettront de faire des... Pardon? On vous entend de façon très entrecoupée. Vous savez comment on dit merci en turc? Teşekkürler. Comment? Teşekkürler. Teşekkürler. Alors, Teşekkürler, je vous retrouve tout à l'heure. Merci bien. Regardez bien qu'est-ce qui fait que votre connexion Internet est hachée. Je vous retrouve tout à l'heure. Permettez-moi d'aller à Douala retrouver Carole. Carole, il n'y a pas que le coronavirus, il y a tous ces cancers qui menacent la vie des femmes. Comment est-ce que les choses se passent au niveau du Cameroun? Y a-t-il une bonne sensibilisation? Les femmes sont-elles conscientes des difficultés qui les menacent? Bon, je pense que comme au Gabon, la zone CEMAC a organisé, c'est une coordination d'action, a organisé des villages roses dans chaque pays depuis le premier jour du mois d'octobre. Les femmes sont appelées à se faire dépister gratuitement dans les différents hôpitaux et dispensaires de leur quartier. Bon, je pense que c'est les cancers, il y en a tellement, et ici au Cameroun, c'est le cancer du sein qui est le plus virulent, c'est lui qui touche beaucoup plus la gente féminine, donc les femmes sont appelées à se faire dépister gratuitement. Il y a des gestes également qui sont montrés aux femmes dans ces dispensaires de quartier-là, dans ces hôpitaux, pour celles qui vont dans les hôpitaux, qui sont dans les grandes villes, des gestes à faire au quotidien ou alors hebdomadairement pour tâter le sein. Je ne sais pas si je peux vous le montrer à l'antenne. Faire une mammo, on tâte un peu le sein, le pourtour du sein. Il y a des gestes, on apprend ces gestes-là aux femmes pour voir si... Et c'est des gestes qui ne sont pas trop compliqués, c'est des gestes simples. Hein? Non, c'est des gestes simples, D'accord. Chaque femme peut le faire. Et puis, pour celles qui sont mariées, pour celles qui sont en couple, on invite leur compagnon, leur conjoint à aider ces femmes-là à prévenir le cancer en étant le mamelon. Ok. Très souvent. Merci beaucoup, Carole. Ici, sur notre plateau, je vous rappelle que nous avons Gloriane. Gloriane, le Octobre Rose...
Oui, et pour la cause, je me suis habillée en rose, comme vous avez remarqué. Ah, ok, d'accord. Modo, il faut bien montrer qu'elle est en rose. Oui. Et elle dit qu'elle est venue en rose à cause de... Oui, justement. En hommage à toutes ces femmes-là qui souffrent de ce cancer-là. Et en plus, le cancer du sein est vraiment un tueur lent et très silencieux. Et je pense que toutes les femmes, durant ce mois d'octobre rose, et même au-delà, doivent se faire dépister. Et ici au Sénégal, il y a la LISCA qui organise des campagnes gratuites pour se faire dépister. Donc il faut prendre des informations pour le faire. Et c'est important parce que ça peut sauver des vies. Ok. Voilà. En plus, il faut insister là-dessus, c'est gratuit. Voilà. Ça démange depuis hier le 28e sommet France-Afrique. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Si, je l'ai bien suivi, je l'ai suivi attentivement et on se rend compte après avoir regardé ce sommet-là que les Africains, en fait, surtout la nouvelle génération, n'est plus dupe, ou bien elle a pris un peu plus conscience en fait des effets qu'a les relations entre la France et l'Afrique. Okay. Et voilà, aujourd'hui, on a parlé de ressources de l'Afrique volées par la France, d'aide au gouvernement, voilà. Et ces mots-là sont vraiment les fils conducteurs qui ont été les fils conducteurs de tout ce sommet. Ce sont des mots qui sont des mots MOTS, qui sont les mots entre la France, MAUX, entre la France et l'Afrique. Ok, alors c'est le prochain sujet de débat. J'espère que chacune d'entre vous va dire ce qu'elle pense. Mais déjà, plantons le décor et puis on se retrouve tout à l'heure pour en discuter. Acteurs africains du monde de l'entreprise et de la société civile ont été présents le 8 octobre à Montpellier pour le nouveau sommet Afrique-France. Conformément à la volonté du président Emmanuel Macron, l'événement a été placé sous le signe du dialogue, non pas avec les chefs d'État africains, puisqu'ils en sont absents, mais avec les sociétés civiles et les jeunesses africaines. Quelques 3000 participants et 800 représentants de 12 pays africains ont été invités. Des chefs d'entreprise, des artistes, des scientifiques, des intellectuels, des chercheurs, des sportifs, des créateurs de continents africains ou de la diaspora africaine en France ont été présents. Mais c'est la jeunesse qui a été le cœur battant de ces rencontres au sommet. Ainsi, 11 jeunes africains et franco-africains ont partagé leurs attentes et leurs propositions directement avec Emmanuel Macron. Dans la matinée, des ateliers ont eu lieu sur 6 grandes thématiques pendant que la séance plénière du sommet s'est faite en présence du président français avant un échange ouvert entre les jeunes et Emmanuel Macron. L'actualité récente au Mali, au Tchad ou en Guinée interroge de façon brûlante et brutale le rôle de la France en Afrique. En marge du sommet, d'aucuns dénoncent d'ailleurs une opération séduction de la France à destination de la jeunesse africaine qui aura contribué à perpétuer le lien du néocolonialisme et de la France-Afrique. Un collectif d'associations a organisé un contre-sommet pour jeter la lumière sur ce qu'ils considèrent comme la face cachée du sommet. Question lucide, franche, réaliste et directe. Chère Georgette, la France changera-t-elle réellement son mode de fonctionnement vis-à-vis des pays africains ? La question est posée. Est-ce que vous pensez que la France va changer de posture vis-à-vis de l'Afrique? Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron rencontre les jeunes Africains. Il l'a fait il y a, je crois, 2 ou 3 ans à Ouagadougou, où il a fait un certain nombre de discours. Et puis, on a vu par la suite qu'entre ce discours qu'il a tenu à Ouaga et ses pratiques, eh bien, il y a un grand fossé. Alors, vous y croyez? Pour être honnête, je n'y crois pas. Parce que chaque pays, il faut qu'on se dise la vérité, chaque pays recherche ses intérêts. C'est de la politique et vraiment chaque pays recherche ses intérêts. Voilà, donc... vous ne croyez pas... Qu'est-ce que Macron voulait alors? C'est la grande question. Il recherchait quoi alors? Il recherchait peut-être à se rassurer après ce sommet-là, à savoir si vraiment ce qu'il entendait
par hasard, c'était vraiment était réel. Voilà. Moi, je pense que chaque État... Mais il n'a qu'à rentrer dans les réseaux sociaux pour voir comment les Africains réagissent. C'est ça, forcément, ils voient comment les Africains réagissent. Mais je pense que nous, en tant qu'Africains, c'est à nous d'arracher notre indépendance, en fait. Parce qu'en 28 sommets, il y a eu jusqu'à 28 sommets. Et quand même, après 28 sommets, qu'est-ce qui a changé finalement? C'est à nous d'arracher cette indépendance et en refusant déjà ce genre d'événement. Parce que... Il faut refuser d'aller maintenant au sommet? Maintenant que... Parce que, de toutes les manières, il y a des jeunes qui se sont bien défendus le 8 octobre et c'était vraiment transperçant. Votre réaction sur le fait que ce ne soit plus les chefs d'État qui soient invités, mais les jeunes? Je pense que... Est-ce qu'il avait envie de faire un pied de nez à ses pairs africains ou... bon. Je pense que pour une fois, il a voulu nous caresser en invitant des personnes qui sont vraiment acteurs de la société. Parce que c'est vrai qu'on peut être chef d'État, mais ce qui se passe réellement, c'est les jeunes acteurs, les jeunes leaders en fait, qui savent ce qui se passe sur le terrain. Et il a voulu vraiment quand même... Je pense que c'est à féliciter de sa part, le président Emmanuel Macron, d'avoir invité ces jeunes-là pour les écouter. Alors c'est une opération de séduction ou bon? On va dire une opération de séduction qui a peut-être mal tourné. Pour lui ou pour les Africains? Pour lui. En partie. Mais je pense réellement que ce rapport-là ne va pas vraiment changer. Ils vont essayer de trouver de nouveaux thèmes parce que après avoir écouté l'intervention de M. Macron, je me suis rendu compte qu'il a parlé d'investissement, pour l'Afrique, etc. Il dit qu'on ne va plus parler d'aide parce que les gens étaient vraiment campés sur l'aide parce que tout le monde se rend compte aujourd'hui que les aides, c'est pas vraiment réel. Et maintenant, il a parlé d'investissement. Mais qui dit investissement dit forcément retour sur investissement. Donc, ce thème-là est toujours à étudier, en fait. Donc, on ne peut pas leur faire forcément confiance. C'est à nous, Africains, jeunes, d'ici et d'ailleurs, de se rendre compte que il faut l'arracher, en fait, cette indépendance-là, et commencer à être très discipliné. OK. En tout cas, c'est bien noté. L'indépendance est à arracher. On ne la donne pas, il faut l'arracher. Et ça, c'est quelqu'un de la jeune génération qui le dit. Carole, je sais que vous êtes d'accord, l'indépendance, il faut l'arracher. Est-ce que vous avez été heureuse d'abord de savoir que ce sommet devait se tenir et puis s'est tenu? Vous l'avez suivi. Quels sont vos commentaires? Je l'ai suivi et heureusement pour la jeune génération africaine, comme le disait tout à l'heure Liliane, c'est une génération éveillée, c'est une génération consciente et puis c'est une génération que la France elle-même a créée. Cette jeunesse africaine qui se réveille aujourd'hui, c'est une génération que la France elle-même a créée. Ouais. Et j'étais très heureuse d'apprendre qu'à côté, il y a eu un contre-sommet qui va se terminer, je pense, demain 10 octobre, un contre-sommet pour montrer la face cachée de ce sommet France-Afrique de Montpellier organisé par Emmanuel Macron. Pour les discours de rupture, pourquoi il a invité la jeunesse, la diaspora, etc. Vous savez qu'il n'y a pas 203. Et ils ont par la francophonie des concours, des prix qu'ils accordent à la jeunesse africaine. Ces jeunes-là qui sont très heureux d'avoir des prix de la France, de pouvoir voyager pour aller en France. Et puis il y a cette diaspora africaine qui est en France, qui connaît, qui sait ce que c'est que la liberté, qui sait aussi ce qu'elle profite étant en France, qui sait comment c'est difficile pour ceux qui sont laissés dans le continent d'arriver en France. Donc il y a, parce que je pense que c'est Sarkozy qui avait coupé, qui avait terminé cette politique de regroupement familial, parce qu'il y avait des Africains qui voulaient récupérer les membres de famille
en Afrique, qu'ils ont laissé en Afrique. Mais le fait d'inviter cette diaspora installée en France et en Europe, c'est une manière de renouer les liens avec cette politique que Nicolas Sarkozy avait mise en place, renouer les liens avec cette diaspora qui sait ce que c'est qu'être en Europe, les différents bénéfices que les Africains ont quand ils sont en Europe, quand ils sont installés en France. Je pense que, comme vous le disiez, c'est une opération de séduction. Okay. Une opération de séduction, mais est-ce que ça va couper les liens historiques, les liens économiques, les liens financiers, diplomatiques que la France a avec l'Afrique? Je pense que non, parce que Sarkozy... Vous êtes donc du même avis que Gloriane? Vous n'y croyez pas? Sarkozy, après son discours fâcheux à Dakar, il avait, parce que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'historiens s'étaient levés pour dire non à cette infantilisation de l'Afrique-là, après son discours. Il a promis de revoir les relations Afrique-France, la réforme militaire, la réforme diplomatique. En fait, il avait promis une rupture entre l'Afrique, entre la France et les pays africains francophones. Son successeur, François Hollande, a tenu le même discours. Je ne pense pas que c'est Emmanuel Macron qui changera. Alors, question quand même, Emmanuel Macron, et cela a été rappelé par l'un des intervenants hier, il a dit, cet intervenant, il a dit à Macron, droit dans les yeux, on ne vous demande pas de dégager nos dictateurs, tout ça, laissez-nous nous en occuper, mais arrêtez de fonctionner avec eux. Qu'est-ce que vous en dites? Arrêter de fonctionner avec eux. Comment? Je pense qu'il y a certaines attaches idéologiques comme ces loges-là franc-maçonnerie, etc., où plusieurs chefs d'État africains sont membres des gros donateurs en passant. Je ne pense pas que c'est bien que la France peut se séparer de vivre sans ses chefs d'État. Il y a quelqu'un qui dit souvent, je ne sais plus qui, mais qui dit que l'Afrique sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Et puis la France sans l'Afrique, c'est comme une voiture sans carburant. Donc, je pense que voilà, ce ne sont pas des liens qui peuvent s'achever aujourd'hui. Ça va prendre peut-être un siècle, mais c'est déjà bon qu'une jeunesse se réveille, qu'une jeunesse vienne à dire droit dans les yeux, à faire ce que les chefs d'État, ce qu'on attend des chefs d'État. On a du mal à dire. Aujourd'hui, le bâton de pèlerin pour qu'ils osent dire ce que les chefs d'État n'osent pas dire à la France. Merci Carole, je quitte donc Douala pour la Turquie, pour retrouver Marisa. Marisa, avez-vous été fière de voir la façon dont les jeunes Africains se sont exprimés devant Macron? Et puis, est-ce que vous croyez que la France va changer de posture vis-à-vis des pays africains? Déjà, se positionner comme le pays qui convoque dans un premier temps les chefs d'État, dans un deuxième temps sa jeunesse. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, sur la question de convoquer les membres de la société civile et particulièrement les jeunes plutôt que les chefs d'État, moi j'applaudis parce que c'est un grand pas. Et justement, cette initiative-là montre... Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière cette démarche? Cette démarche montre que de manière indirecte, la France reconnaît que bien nombre de nos dirigeants, bien qu'au regard des tests qui pour la plupart ont été modifiés, prétendent être démocratiquement élus, mais ne sont pas forcément légitimes. Parce qu'un gouvernement est censé pouvoir donner la vision, dire ce que son peuple veut. Mais à partir du moment où on n'a plus confiance aux dirigeants pour faire ce boulot, mais qu'on appelle la société civile, c'est que quelque part, on reconnaît justement que ces dirigeants-là ne sont pas honnêtes vis-à-vis de leur peuple. Donc ça, c'est déjà une grande avancée dans la relation Afrique-France, comme le sommet a été nommé Afrique-France pour cette édition.
Et sur la question donc de savoir si la France va changer sa relation avec l'Afrique, il faut qu'on soit clair. La France a toujours fait dans la politique de l'Autriche et c'est tout à fait normal. Aucun pays ne viendra mettre à terre ses intérêts. Aucune nation, même nous les Africains, nous ne voudrions en aucun cas mettre à terre nos intérêts. Est-ce à dire, Marisa, que deux pays ne peuvent pas avoir de relations normales sans que l'un ne spolie l'autre, même si c'est l'ancienne puissance coloniale? C'est juste cela, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que chacun essaiera de tirer la ficelle de son côté, mais c'est à nous, en tant qu'Africains, justement. Aujourd'hui, on a ouvert les yeux, on a été éduqués, on a été civilisés, on est dans un monde de mondialisation, on voit comment ça se passe ailleurs et on a appris de notre expérience. Donc, mieux que qui que ce soit, aujourd'hui, nous sommes en main de pouvoir mettre en place des stratégies qui vont permettre de faire avancer nos continents. Et franchement, hier, en regardant le sommet, parce que je l'ai regardé hier soir, en regardant la vidéo sur Internet, j'étais fière de cette jeunesse africaine-là. J'étais fière d'entendre au travers de leurs paroles tout ce qu'on ressent, mais que jusque-là, on n'avait jamais écouté dans ce type de sommet. J'étais fière de cette jeunesse qui dénonce et surtout de cette jeunesse qui propose des solutions justement pour trouver des problèmes à notre Afrique. Mais il ne faut pas qu'on soit aveugle. La France, ce n'est pas... du moins, ce n'est pas le pays qui viendra tout faire pour nous. Comme l'a dit la jeunesse, on sait comment on va se battre. À certains niveaux, en tant que partenaire, la France pourra agir en refusant de collaborer avec certaines institutions qui font forcément que ces aides n'arrivent pas au niveau des destinataires et donc créent un cercle vicieux de pauvreté dans la mesure où les personnes qui sont censées rembourser n'ont pas la faculté de travailler pour pouvoir rembourser ce qui a été investi ou prêté. Parce que comme on l'a dit la dernière, comme l'ont dit les jeunes, ce n'est pas des aides, ce sont des investissements et tant qu'il y a des investissements, il y a un retour d'investissement. Donc dans la mesure où les personnes à qui sont censées bénéficier de ces investissements-là n'en font pas... ne les reçoivent pas et donc n'ont pas la compétence de pouvoir rembourser. On reste dans un cycle de dépendance qui nous a trop longtemps rendus dépendants de la France. Et donc aujourd'hui, de voir ces jeunes-là qui se lèvent et qui font des propositions concrètes, c'est vraiment bien, mais il ne faut pas qu'on se leurre. Faut rester vigilant. La France ne laissera pas ses intérêts de côté. C'est à nous de nous battre pour essayer de récupérer ce qui nous appartient et surtout de créer des stratégies pour pouvoir avoir notre mot à dire à la table des décisions. Ok, merci beaucoup Marisa. Gloriane, vous avez dit que vous ne croyez pas que la France va changer de posture et qu'il faut que les Africains arrachent leur indépendance, leur souveraineté, c'est très important. Si, c'est ce que j'ai dit effectivement, parce que je pense que, comme je l'avais dit, chaque pays en politique va forcément défendre ses intérêts. Forcément, il y aura un changement de paradigme ou de nouveaux mots pour nous rassurer. Mais ce n'est pas forcément le fait de venir s'afficher, discuter, qui va forcément changer les choses. Moi, je pense que ce qui a applaudi déjà, en tout cas, comme premier pas, c'est cette intervention-là des jeunes qui ne se sont pas laissés intimider, en fait, par un dirigeant. Il y en a beaucoup qui ont le même âge que Macron. Voilà, il y en a beaucoup, mais au moins, ils ne se sont pas laissés intimider. Mais il y a une chose importante quand même, c'est l'union des pays africains. Et ça manque. Effectivement, je pense que nous, pour commencer à arracher notre indépendance, c'est cette union-là qu'il faut déjà commencer à forger et la discipline. Je pense que si une nation veut se développer, ça passe par l'union et la discipline. Parce qu'on dit sommet Afrique-France. Moi, j'ai été un peu choquée d'entendre sommet Afrique-France, c'est-à-dire l'Afrique contre la France. C'est quand même assez... Waouh quoi. En tout cas, la symbolique, elle est là. La symbolique. Alors, voilà. ça donne la France-Afrique qui a la vie dure, qui a la peau dure. Depuis longtemps, il y en a beaucoup qui n'en veulent plus. Et ils sont de plus en plus nombreux également, les Français, pas les politiques français, mais les Français qui n'en veulent plus. Nous avons retenu une qui s'appelle L'Oréal et qui dit « Refusons la France-Afrique ».
Savoir que ça met des fois en difficulté certains ressortissants français dans certains pays. Il ne faut pas se tromper de cible. En tout cas, ce sont les politiques et les hommes d'affaires français qui pompent tout ce que l'Afrique a. On va prendre Macron au mot et puis bon, c'est lui-même qui met en place cet exercice. On espère qu'il pourra mettre en application tout ce qui a été dit. Macron, il faut se le dire, n'a pas réagi, je crois, par rapport au franc CFA. Oui, il y avait un intervenant qui avait parlé du franc CFA, des réserves. Non, pas vraiment. Ok, voilà. Alors le jour où Macron accepte de se départir du franc CFA, le jour où il accepte également que la France ne soit plus la tutelle des pays africains francophones à l'ONU, je crois qu'on aura fait un très grand pas. Mais il ne faut pas qu'on l'oublie. La liberté, la souveraineté, elle s'arrache, a dit Gloriane. Allons-y maintenant pour quelques informations concernant les activités artistiques et culturelles sur le continent ou ailleurs. C'est notre zigzag culturel. Le réseau du cinéma ambulant, présent dans 9 pays d'Afrique et en France, ambitionne de promouvoir les cultures africaines à travers le cinéma, principalement en milieu rural. C'est dans cette optique qu'il organise depuis 2018 le Festival des identités culturelles dont la 3e édition s'est déroulée fin novembre 2020. La 4e édition de ce festival se déroulera du 30 octobre au 6 novembre prochain au Burkina Faso sous l'égide du cinéma numérique ambulant, un réseau international d'associations de cinéma mobile installé dans plusieurs pays. L'édition 2021, placée sous le thème « Identité et vivre ensemble », verra la diffusion en milieu rural des 24 films sélectionnés dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde des richesses culturelles en voie de disparition. C'est ce qu'a indiqué Oued Lassida Ouedraogo, coordonnateur du Festic, à la presse le mardi 5 octobre à Ouagadougou. Les enfants passent en général beaucoup de temps devant les écrans de télévision et autres médias. Cependant, le cadre réglementaire de protection des droits de l'enfant dans les médias audiovisuels fait défaut dans la plupart des pays africains. En Tunisie, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle vient d'annoncer la publication, en collaboration avec l'UNICEF, d'un guide pratique à l'endroit des professionnels des médias afin de consolider leurs connaissances en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant. Le guide précise les droits et obligations des médias audiovisuels concernant les sujets destinés ou relatifs à l'enfance. Il met également en évidence les critères selon lesquels ces sujets seront traités par les journalistes aussi bien au niveau du contact direct que sur le terrain lors des couvertures médiatiques. Et toujours en Tunisie, depuis des années, de nombreux radiodiffuseurs opèrent sans licence, ce qui préoccupe les gendarmes des médias qui considèrent ces médias illicites comme des outils d'influence politique. La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle vient d'annoncer mercredi 6 octobre dernier la fermeture de Zitouna TV, une station de télévision proche du parti Ennahda, associé aux frères musulmans, faute de licence. De leur côté, les dirigeants de Zitouna TV pensent que la décision de fermer la chaîne de télévision vise à les punir pour leur récente prise de position virulente sur les décisions du président de la République. Le livre « Moi, enfant du village Malala » du professeur Mathias Bouaboua Wakayembe Mubadiate a été présenté samedi 2 octobre dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans une activité organisée par la coordination urbaine de l'Union des écrivains congolais, structure dont il est président national, le professeur Mathias Bouaboua Wakayembe Mubadiate a procédé au baptême de son récit autobiographique. Dans le récit, qui se définit par l'identité revendiquée du « je » du narrateur, qui raconte l'histoire du jeu du personnage principal qui en est au centre et du jeu de l'auteur qui en est témoin, l'auteur est à la fois dans la confidence de l'histoire, dans sa justification et dans la recherche de soi. L'auteur a puisé les matériaux mathématiques de son écriture dans sa propre vie, ce qui fait du livre un ensemble de quelques biographèmes de l'auteur et de ses tranches de vie.
j'ai entendu dans les informations qu'on dit, la police dit, à partir de lundi, tous les policiers qui n'auront pas fait leur vaccin et les civils qui n'auront pas fait leur vaccin n'auront pas accès à la préfecture de police ni à aucun service de la police. Maintenant, moi, je veux savoir. Et les voleurs et puis braqueurs et puis drogués qui n'ont pas fait leur vaccin là. Donc vous n'allez pas les arrêter aussi. Alors, il est important d'économiser de l'argent. Hein? Il est important. Peut-être pas spécifiquement pour ça. Mais en tout cas, c'est important. Très important de mettre de l'argent de côté, on ne sait jamais. Et puis, vous avez vu à Galawal, hein, celui qui dit que ouais, tout le monde doit être vacciné, mais les voleurs, les drogués et les bandits qu'on arrête. Bien. Ok, c'était notre petite séquence gag. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, voici la séquence méritocratie. On n'arrête pas de le dire, l'Afrique a du talent, les Africains sont des personnes qui montrent chaque jour qu'elles en ont dans la tête, dans le ventre, dans le cœur. Une jeune femme, 21 ans, bon, qui a fini avec les études de pharmacie. C'est quand même une performance. Si, c'est une performance, c'est important. À 21 ans, pharmacienne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas d'âge en fait pour réussir ses études. Voilà. Il y a même des gens qui ont réussi à 16 ans, qui ont terminé. Je pense que tout dépend de la discipline qu'on se donne et voilà, de l'ambition qu'on a. Et si elle a pu terminer ses études à 21 ans, c'est carrément parfait. Okay. Voilà. Et c'est parfait. Bon, on va demander à Bill qui réalise cette émission, Bill Emmanuel Mangué qui réalise cette émission, de nous envoyer donc cette jeune femme pour qu'on puisse la connaître davantage. 21 ans et déjà pharmacienne. 21 ans et déjà diplômée en pharmacie. Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre des années. À seulement 21 ans, l'Ivoirienne Nicole Ndiamancho a obtenu le 25 septembre dernier son diplôme en pharmacie de Karnataka College of Pharmacy de Bangalore en Inde. Déjà au primaire, elle impressionnait ses maîtres d'école par son intelligence. Admise très tôt au collège, elle obtient son brevet d'enseignement du premier cycle à 13 ans en 2013. Et à 16 ans, en 2016, elle réussit avec brio son baccalauréat mathématiques et sciences de la nature avec mention assez bien. Nicole Ndiamancho-Logbushi devient dès lors une fierté nationale. À l'occasion de la 3e édition de l'excellence de la Direction régionale de l'éducation nationale, un diplôme d'encouragement de la plus jeune candidate au bac lui est décerné. Son père, Dr Albert Ndiama, également pharmacien, est aujourd'hui un homme heureux et fier de son bébé. Il révèle par ailleurs que sa fille avait reçu des propositions de bourse de l'État de Côte d'Ivoire et du Royaume du Maroc, mais lui a préféré inscrire sa fille cadette à Karnataka College of Pharmacy de Bangalore en Inde où étudiait déjà son grand frère. Nicole Ndiamancho-Logbushi a dû surmonter les difficultés de la langue et de l'adaptation à l'environnement de l'Inde complètement différent de celui de la Côte d'Ivoire. La nouvelle diplômée en pharmacie rêve de se mettre au service de son pays. Elle voudrait intégrer les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire ou, à défaut, obtenir une bourse de l'État de Côte d'Ivoire pour approfondir ses études en vue d'enseigner plus tard dans une université ivoirienne. Ok, on peut l'applaudir bien fort, cette jeune femme, 21 ans et déjà pharmacienne. Vous n'étiez pas loin, hein? Si, j'ai 22 ans et je termine cette année. Ok. Voilà, et voilà, j'ai une agence aussi de communication digitale. Je suis consultante en communication digitale en même temps. Il faut que Macron entende ça très fort. Je suis consultante en communication digitale en même temps, donc voilà. Donc là, je pense que tant qu'on est discipliné, on peut y aller. Voilà. Ok, donc voilà, aujourd'hui nous avons deux récipiendaires. Il y en a une qui est sur le plateau, Gloriane, seulement 22 ans, elle a tout bouclé. Et puis de l'autre côté, on vous a proposé mademoiselle Logbushi, et qui, elle,
est pharmacienne à seulement 21 ans. Et pour saluer justement cette performance, nous allons puiser dans la musique ivoirienne, puisqu'elle est ivoirienne, et nous allons vous proposer un garçon que vous aimez bien, que vous soyez ivoirien ou pas. Il marche un peu partout, on l'a vu au Gabon, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu au Togo, au Bénin, au Cameroun. C'est Kérosène, et ça va vous faire plaisir, et c'est pour saluer les performances de nos chères grandes dames fortes et bien faites dans la tête. Voilà, on a pu saluer les performances de cette jeune femme ivoirienne, 21 ans seulement, et déjà pharmacienne mère. À côté de nous aussi, on a pratiquement la même chose, hein. 22 ans seulement, et les études bouclées, master en marketing. Et stratégie, oui. Voilà, et avec en plus la création d'un business. Oui, d'un business. Ça veut dire que vous mettez en application tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat. Si, je mets en application et j'aime bien, voilà. Ok, merci, félicitations. Merci. Bien, Carole et Marisa, je ne vous ai pas oublié, hein, je reviens à vous tout à l'heure. Je sais que vous avez beaucoup à dire concernant le sujet qui arrive. Marisa, vous conduisez? Vous avez... je suis, on va dire, apprentie, parce qu'avant de faire le Gabon, j'ai passé mon permis, je l'ai eu. Vous l'avez eu? Je n'ai pas eu le temps de conduire pendant longtemps. Attendez. Vous l'avez eu normalement? Oui, bien sûr, évidemment, je l'ai eu normalement. D'accord, ok. On prend ça comme ça. C'est comme ça qu'on parle, hein. Carole, vous conduisez? Carole. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc. Vous conduisez, hein? Bien sûr. Vous avez le permis de conduire, hein? De taxi. Comment? Je conduis comme un chauffeur de taxi, c'est ce que Dans tous les pays africains, les chauffeurs de taxi conduisent bizarrement. Vous n'allez pas me dire que vous conduisez bizarrement. Je suis toujours en train de faufiler, voilà, de gueuler au volant, surtout les dames. Le même langage que les hommes, hein, je l'ai aussi. Donc, ah bon? Ça fait souvent sourire. Vous criez tout le temps chauffard, chauffard. Les femmes surtout, je dis, va remettre la voiture à ton mari. Ok, d'accord. Gloriane, vous conduisez? J'ai le permis, mais je ne conduis pas. Vous l'avez obtenu normalement? Si, normalement. Je dis bien normalement. Hein? Si, normalement. Normalement. Ok, d'accord. Alors, je vous regardez et écoutez ce qui arrive. Et puis, je sais que vous allez vous redresser. Et je sais qu'on va entendre des choses. La femme au volant, quelle affaire! C'est souvent que l'on entend les hommes se plaindre de la façon de conduire des femmes. Elles conduisent ou trop lentement ou trop vite. Selon eux, jamais comme il faut, alors qu'elles ne maîtrisent ni la route ni la voiture. Déjà, pour pouvoir démarrer, il faut qu'elles cherchent la clé de la voiture pendant de nombreuses minutes. En voulant prendre un raccourci, elles se perdent et perdent beaucoup de temps. Elles seraient à la fois distraites et maladroites. Elles se trompent de carburant et confondent l'essence avec le gasoil. Le rétroviseur, il sert surtout à bien se faire belle et s'admirer. Chacune de leurs manœuvres bloque souvent la circulation. Vous avez des circulations bloquées? Oui, à la moindre panne, car l'ignorance des plus petits éléments de la mécanique provoque la panique. Le comble, c'est qu'elles sont nombreuses, les femmes, à penser que les femmes au volant ne cèdent jamais le passage, qu'elles aient la priorité de passage ou pas. Ce tableau, pas du tout en faveur des femmes, proviendrait-il de ce que dans nos différents pays, le permis de conduire leur soit offert comme une faveur? Les hommes répondent d'un cœur oui et ajoutent sans se gêner que sur la route, les conductrices sont de véritables dangers publics. Mais alors, comment se fait-il que les femmes soient moins impliquées dans les accidents de la route, moins concernées par les infractions routières, au point que les assureurs commencent à leur faire les yeux doux? Chère Georgette, sur les femmes au volant, n'y a-t-il que des idées reçues et de la mauvaise foi? Alors c'est une situation... Qui applaudit là-bas? La fin du reportage, Ok, alors dites-moi, c'est une situation paradoxale. Carole, on dit que vous faites très peu d'accidents, mais en même temps tout le monde se plaint de vous.
Qu'est-ce à dire? C'est paradoxal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'une femme sait conduire, elle est la meilleure conductrice. Vous êtes sûr? J'ai oublié quelque chose. Hein. Les femmes, vous avez écouté bien le sujet tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été oublié. C'est que quand on cède le passage à une femme hein, dans la circulation, elle ne dit pas merci. Ça n'a pas été dit. Oui, en fait, la raison, c'est parce que vous pouvez rarement trouver des femmes qui ont 20 ans d'expérience dans la conduite automobile. Ce sont des gestes qu'on a par expérience. Et puis, vous savez, en classe, lorsque les femmes sont assises, elles sont concentrées à faire autre chose au lieu d'écouter ce que le professeur dit, parce que les professeurs d'auto-école disent bien, lorsqu'on est gentil avec vous en route, lorsqu'on vous cède le passage, eh bien, dites merci. Et accompagner cela de gestes, parce que peut-être la personne en face a la vitre levée, ne peut pas vous entendre. Donc il y a un geste pour dire merci lorsqu'on est sur la... Carole, vous cédez le passage des fois quand... Je vous dis que... vous conduisez comme un chauffeur de taxi, c'est-à-dire chauffeur de taxi, un chauffeur de camion. Comment vous conduisez? Ça veut dire que... j'ai d'abord une fâcheuse habitude de conduire avec une seule main. Ah oui? Parce que j'ai la peine à tenir le volant avec les deux mains. Donc ça dit tout quoi. Vous regardez le rétroviseur pour voir si vous êtes vraiment belle? Pas pour voir derrière? Oh là là, je me fais belle quand je passe à la télé. Hein. Le restant des jours là, je vous rappelle que le rétroviseur c'est pour regarder à l'arrière. Hein. Non, on se fait belle. Moi, je me fais belle seulement à la télé, hein, le reste du temps. Puisque je suis gueularde, je vous dis que je suis gueularde au volant. Donc, quelqu'un qui ne sait pas conduire, quelqu'un qui a peur en route, qui a peur quand il est au volant, moi, je suis très gueularde. J'essaie de vous imaginer entre les deux roues, entre les taxis et tout le boucan de Douala. Souvent, je descends pour dire deux mots à un monsieur qui m'a faussement joué. Oui, je descends et puis je lui parle à la route. Je place ma voiture devant lui et tout le monde s'arrête pour lui dire deux mots et puis je reprends ma route. Je suis un peu masculine sur le volant. D'accord. En tout cas, merci bien. Gloriane, vous venez d'avoir le permis Si j'ai le permis, mais j'ai pas la Depuis main. Combien de temps? On va dire depuis 2 ans. Depuis mais j'ai pas la main. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Ça dépend. Je pense. Situation paradoxale, les femmes vont trop vite ou trop lentement, les femmes ne respectent pas un certain nombre de dispositions, mais elles font très peu d'accidents quand même. En fait, je pense que c'est peut-être parce que les femmes sont souvent portées par les émotions, que peut-être les hommes disent que elles ne se débrouillent pas bien. Les femmes le disent aussi, hein? Oui. Il n'y a pas que les hommes. Hein? Ouais, mais je pense que quand l'homme commence à dire quelque chose, surtout du fait de son orgueil, parce que l'homme, face à la femme, il a quand même un certain orgueil. Il va dire non, elle est... Là encore, il y a l'orgueil de l'homme. Je pense. Donc mais à la fin du récit, on se rend compte en fait que les statistiques le montrent clairement, les femmes font moins d'accidents. Donc je pense que c'est une idée reçue en fait. Donc c'est vrai que les femmes sont portées par leurs émotions de temps en temps, mais c'est le quelque peu de femmes qui le font. Donc c'est pas une généralité forcément. Quand vous allez conduire, vous allez dire merci si on vous cède le passage? Si je dis merci, moi je dis toujours merci. Parce que souvent les femmes disent pas merci. Hein? Même quand je marche, je dis merci. Donc ça c'est pas un problème. Quand on vous tient la porte, si. Vous dites merci. Si, vous ne passez pas sans... D'accord, ok. Je vous prends, j'ose vous croire. On va vous voir certainement dans la circulation, on va le constater. Marisa, vous êtes en Turquie. Vous avez maintenant votre permis de conduire. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, ici déjà les routes sont vraiment différentes, elles sont complexes, elles n'ont rien à voir avec... rien à voir avec les rues de Libreville? Elles n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait à Libreville et au-delà de ça, comme pour Gloria, moi je suis allée passer le permis mais j'ai jamais pris la voiture après. Et la seule voiture que j'ai touchée c'était la voiture de l'auto-école et après le permis j'ai plus jamais conduit et donc j'ai encore le trac, j'ai encore la trouille de
de prendre la route seule. Et donc, non, je ne conduis pas encore. Et je pense que ça va quand même prendre un peu de temps avant que je ne me lance. Mais concernant le fait que les femmes conduisent mal, c'est clair que ce sont des idées reçues. Ce sont des idées reçues parce que les chiffres... Vous ne l'avez pas constaté dans la circulation, même en tant que copilote assise dans une voiture ou dans un taxi, vous n'avez pas remarqué que c'est compliqué avec les femmes des fois, dans la circulation? Elles peuvent ne pas être très courtoises au volant ou... le téléphone à l'oreille? Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne conduisent pas bien, parce qu'il y a des études qui ont été menées et les chiffres... Mais c'est tout ça qu'on appelle bien conduire. Les femmes conduisent beaucoup mieux que les hommes, mais peut-être les règles de bienséance, donc le merci, le céder le passage et tout. C'est vrai que nous, on est souvent très pressés, on est souvent dans l'émotion, on dit les choses comme on le ressent. Et des fois, on oublie de dire certaines choses telles que merci. Oui, ça c'est vrai, mais on est quand même très prudent au volant. Vous êtes prête à conduire comme Carole, comme un chauffeur de taxi? Non, quand je vais trouver le courage de réellement prendre la route seule, je ferai tout pour être aimable, être gentil, mais après je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds non plus. Une petite question. Connaître la route, c'est quand même une jungle. Hein. À Libreville, vous n'avez jamais vu une file de voitures et puis au devant de cette file de voitures, c'est une femme qui est plutôt au téléphone en train de causer. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai déjà vu cette scène, mais j'ai également vu une scène où celui qui était au bout de la file, c'était un homme. Vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. En tout cas, les statistiques parlent pour vous, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais bien voir comment Carole se démène dans Douala, au milieu des taxis. Ils ont quelle couleur là-bas, les taxis? Carole? Ils sont jaunes? Jaunes, oui. Ah, c'est la couleur fatale. Ça doit être très bon en conduite parce que moi j'étais à Douala et là-bas, c'est pas n'importe qui conduit entre les taxis, les motos et les automobilistes personnels. Il faut vraiment avoir du cran pour pouvoir conduire là-bas. On dit que si vous arrivez à conduire à Douala, à Lagos, à Abidjan, bon, vous pouvez conduire partout dans le monde. N'est-ce pas? Surtout à Douala, parce que nous avons des mototaximens. Vous pouvez vous retrouver entouré de 150 motos, chacun veut passer. Et puis, si vous voyez 10 voitures à Douala, 3 sur 10 ont encore leur rétroviseur. Ouais. Chez moi. Parce que les motos ont cassé. Et puis quand ils cassent comme ça, ils gueulent. Hein. C'est lui qui gueule. Dégage là-bas. Mais il s'en va. Hein. Vous n'avez pas le temps de l'arrêter, l'amener à la police. Il y a des mototaxis avec sur le guidon des femmes? Non. Non, pas encore. Mais il y a des femmes, il y a des conductrices de moto qui travaillent dans les entreprises Oui, il y a des conductrices de motos dans la ville de Douala qui travaillent plutôt, qui ne font pas la moto-taxi, mais font plutôt travaillent comme coursières dans des entreprises de course. Ok. Les entreprises coursières, voilà, elles travaillent dans les entreprises de dépôt, comment on appelle ça, des facteurs, voilà. Elles travaillent comme facteurs, voilà, elles ne font pas de moto-taxi, mais elles travaillent comme facteurs. Il y en a beaucoup sur les... Mais tout ce que le reportage a dit là sur les femmes est vrai, hein. C'est vrai? Elles sont lentes. Je pense que c'est causé par le stress. Elles ont peur de faire un accident. Donc dans la peur, dans ce stress de faire l'accident, elles paniquent. Moindre petit klaxon. Dès que vous klaxonnez derrière une femme, c'est encore plus grave. Elle va confondre le frein et l'accélérateur. Elle va appuyer sur l'accélérateur pour trouver quelqu'un devant. Donc voilà, je pense qu'il y a ce stress-là. Les femmes, tout ce qu'on a dit là est vrai, elles ne savent pas dire merci, elles ne se connaissent pas. Ah, moi je vous applaudis aujourd'hui, Carole. Vous reconnaissez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas bien. Oui, le code de la route, elle ne sait pas quand elle a la priorité, quand elle n'a pas, voilà, elle conduit comme ça. Et puis le track fait que... N'allez pas me faire rire, hein, parce que... Elle prend l'accélérateur avec... Oui, il y a une dame qui a demandé la priorité, là c'est à droite ou c'est à gauche? Ok, merci beaucoup Carole, merci bien, merci, on a bouclé tout à l'heure pour démarrer, on a dit ok c'est parti,
maintenant, on dit bon, ok, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, Carole. Vous êtes intervenue dans cette émission à partir de Douala au Cameroun. Merci beaucoup à Marisa. Vous avez pu intervenir à partir de Turquie, n'est-ce pas? Et puis, on salue Adrienne, on lui dit prompt rétablissement. Et merci beaucoup à vous, Gloriane. Merci à vous. Hein? Alors Carole, elle reste ou elle s'en va? Vous avez dit que c'est vous qui décidez. Comment? Encore 2 essais encore. Donc on va voir au troisième essai. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Elle va encore aller au marché. Elle a encore deux tours à faire au marché avant de retourner. Ok, merci beaucoup encore. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. Nous avons décidé de vous proposer de la très bonne musique avec un trio pour faire en sorte que votre week-end continue de bien se passer. Il s'agit ce trio de Flavor du Nigeria, de Fally Ipupa de la RDC et de Diamond Platnumz de la Tanzanie. Au revoir, merci et à bientôt. Merci. Bon week-end.